Les serments sont comme les fleurs de printemps, magnifiques quand ils éclosent, mais ils se fanent dès que l'hiver arrive. Et quand ils meurent, ils laissent un parfum amer qui ne s'efface jamais. Je m'appelle Dominique Moreau-Dubois et j'ai 85 ans. Ma vie a été comme une longue traversée en mer par tant de tempêtes, avec quelques moments de calme plat que je chéris encore aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un j'aime à cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous en ce moment? Dans une petite ville de la région Rhône-Alpes, au début des années 60. J'avais 22 ans quand j'épousai Gilbert, un jeune héritier de l'industrie textile qui semblait m'offrir une vie de sécurité et de respectabilité. Je venais d'une famille modeste de la campagne, tandis que lui appartenait à l'une des familles les plus influentes de la région, les Dubois, dont le nom était synonyme de pouvoir et de richesse depuis plusieurs générations. Je me souviens encore du jour où je franchis pour la première fois le seuil de l'imposante demeure bourgeoise qui allait devenir ma prison dorée. La maison se dressait majestueusement sur une colline, entourée de jardins parfaitement entretenus et de grilles en fer forgé qui semblaient plus destinées à empêcher les gens de sortir qu'à les empêcher d'entrer. L'architecture était imposante, avec ses pierres grises et ses hautes fenêtres qui vous observaient comme des yeux scrutateurs. Dès que je franchis le seuil, je sentis un frisson me parcourir, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets que je n'étais pas encore prête à entendre. Michel, ma belle-mère, m'accueillit dans le grand hall d'entrée avec un sourire qui ne parvint jamais à réchauffer ses yeux d'acier. C'était une femme d'une élégance glaciale, approchant la cinquantaine, toujours irréprochable dans ses tailleurs de haute couture, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés en chignon et ses ongles vernis d'un rouge sang qui me mettaient inexplicablement mal à l'aise. Chaque détail de son apparence était calculé, parfait, comme si elle était une statue de porcelaine plutôt qu'un être humain. « Bienvenue dans la famille Dubois, ma chère », me dit-elle en me serrant les mains de ses doigts froids comme l'hiver. Sa voix était mélodieuse, mais contenait une note sous-jacente que je ne parvenais pas à identifier. « J'espère que vous saurez vous adapter à nos exigences particulières. » À l'époque, je ne compris pas ce qu'elle voulait vraiment dire par « exigences particulières ». Comment l'aurais-je pu? J'étais jeune, naïve, profondément amoureuse. Je croyais sincèrement que mon dévouement à Gilberte et ma volonté de bien faire suffiraient pour être acceptée dans cette famille si particulière. J'imaginais que les difficultés seraient mineures, peut-être devoir apprendre les bonnes manières de la bourgeoisie, comprendre les codes sociaux de leur milieu, m'habituer à un style de vie plus raffiné que celui de ma famille d'origine. Les premiers mois furent effectivement difficiles, mais restaient dans le domaine du supportable. Michel critiquait constamment ma façon de parler avec mon accent provincial qu'elle trouvait vulgaire, mes vêtements qu'elle jugeait inadéquats pour une dame de notre rang, même ma manière de tenir ma tasse de thé ou de me mouvoir dans les pièces de réception. Chaque geste était scruté, analysé, jugé insuffisant. « Une dame du bois ne se comporte pas ainsi », répétait-elle avec ce ton condescendant qui me faisait me sentir petite, insignifiante, comme une enfant qui n'arrive pas à apprendre ses leçons. Elle avait cette capacité terrible de vous faire sentir que vous n'étiez jamais à la hauteur, quoi que vous fassiez. Gilberte assistait à ces corrections constantes sans jamais intervenir. Il me souriait tendrement, m'embrassait avec passion quand nous étions seuls dans notre chambre, me murmurait des mots d'amour et d'encouragement. Mais dès que sa mère apparaissait, il se transformait complètement. Il devenait un fils obéissant, respectueux, incapable de la contredire ou de prendre ma défense. Cette transformation me troublait profondément, mais je me disais que c'était normal, que tous les hommes avaient du respect pour leur mère. Je n'étais pas la seule jeune femme dans cette grande maison aux multiples secrets. Il y avait aussi les sœurs de Gilberte, 3 jeunes femmes d'une beauté saisissante qui semblaient en sortir d'un tableau de maître. Evelyne, l'aînée, avait 28 ans et possédait cette beauté classique des femmes de bonne famille, grande, élancée, avec des cheveux châtains toujours parfaitement coiffés et des yeux noisettes qui semblaient porter en eux une tristesse profonde qu'elle s'efforçait de dissimuler.
Anne, âgée de 26 ans, était peut-être la plus mystérieuse des trois. Plus petite qu'Evelyne, elle avait des cheveux blonds, dorés et des yeux bleus perçants qui vous donnaient l'impression qu'elle pouvait lire dans votre âme. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, chaque mot semblait peser, mesurer, comme si elle craignait que ses paroles ne révèlent trop de choses. Marie-France, la plus jeune, n'avait que 20 ans mais paraissait parfois beaucoup plus âgée, comme si la vie lui avait déjà enseigné des leçons qu'une personne de son âge n'aurait jamais dû apprendre. Elle était la plus expressive des trois, avec des cheveux roux flamboyants et des yeux verts qui pouvaient passer de la joie à la terreur en l'espace d'un instant. Toutes trois étaient éduquées dans les meilleures institutions, parlaient couramment plusieurs langues étrangères et possédaient des talents artistiques remarquables. Evelyne jouait du piano comme une virtuose, Anne peignait des aquarelles d'une délicatesse extraordinaire, et Marie-France chantait avec une voix d'ange qui vous donnait des frissons. Pourtant, malgré tous ses dons, elle me traitait avec une politesse distante, froide, comme on traite un objet décoratif qu'on n'a pas choisi soi-même et dont on ne sait que faire. Il me fallut plusieurs semaines avant de comprendre que cette distance n'était pas du mépris, mais plutôt une forme de protection. Elles avaient appris, sans doute douloureusement, à ne pas s'attacher aux nouvelles venues dans la famille, car elles savaient quelque chose que j'ignorais encore. Ce fut lors d'une soirée d'automne que je commençai à entrevoir la véritable nature de la famille dans laquelle j'étais entrée. Michel avait organisé un dîner somptueux pour célébrer la signature d'un important contrat avec une entreprise étrangère. L'invité d'honneur était Robert Martel, un homme dans la cinquantaine, corpulent et aux manières un peu grossières malgré ses vêtements coûteux. Il était apparemment très influent dans l'industrie textile et possédait des connexions politiques qui pouvaient ouvrir ou fermer des portes importantes pour l'empire commercial des Dubois. Je me souviens de chaque détail de cette soirée maudite. La longue table dressée avec la plus belle porcelaine de la famille, les chandeliers en argent massif dont les flammes dansantes créaient des ombres inquiétantes sur les murs, l'odeur du gigot d'agneau aux herbes de Provence qui se mêlait au parfum lourd et entêtant des roses blanches disposées dans les vases de cristal. J'avais revêtu pour l'occasion une robe en soie bleu marine que Gilbert avait insisté pour que j'achète dans une boutique de luxe, et je me sentais élégante, mais terriblement nerveuse. « Tu dois être absolument parfaite ce soir », m'avait dit Gilbert avec une insistance qui m'avait surprise. Robert est un homme extrêmement important pour nos affaires. Sa faveur peut littéralement changer notre avenir financier. Pendant le dîner, qui se déroula selon un protocole d'une précision militaire, je remarquai avec un malaise grandissant la façon dont Michel orchestrait subtilement les interactions. Elle encourageait Marie-France à s'asseoir juste à côté de Robert, malgré la différence d'âge flagrante et le fait que l'homme avait une réputation douteuse que même moi, nouvelle dans la région, j'avais entendu murmurer. J'observais de plus en plus mal à l'aise comment ma belle-mère insistait pour que Marie-France remplisse constamment le verre de cognac de l'invité, rit à toutes ses plaisanteries, même quand elles n'étaient pas drôles, et surtout se penche vers lui en montrant ses épaules nues et sa jeune beauté avec une coquetterie qui semblait forcée, théâtrale. Marie-France a un talent naturel pour l'hospitalité et la diplomatie, dit Michel avec un sourire satisfait et complice quand Robert posa une main lourde et possessive sur l'épaule de la jeune fille. Elle a toujours été la plus sociable et la plus douée de mes filles pour les relations publiques. Ce fut le regard de Marie-France à ce moment précis qui me glaça littéralement le sang dans les veines. C'était un mélange troublant de résignation profonde et de peur à peine contenue, caché tant bien que mal derrière un sourire qui semblait avoir été longuement répété devant un miroir. Un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux verts, qui restaient morts, éteints, comme ceux d'une poupée de porcelaine. Et soudain, comme un éclair de lucidité terrifiante, je reconnus ce même regard dans les yeux d'Evelyne et d'Anne. Le même expression de résignation forcée, la même peur soigneusement dissimulée derrière des sourires de façade. Combien de fois avaient-elles vécu des scènes similaires? Combien d'autres amis importants avaient été invités à dîner avec les mêmes attentes non dites? Après le départ des invités,
Tard dans la soirée, je me dirigeais vers ma chambre quand j'entendis des voix provenant du bureau de Michel. La porte était entr'ouverte, et malgré moi, je m'arrêtai pour écouter. Ce que j'entendis me fit l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Robert a été très impressionné par Marie-France, disait Michel avec une satisfaction évidente dans la voix. Il m'a glissé qu'il aimerait beaucoup la rencontrer en privé demain après-midi. J'ai déjà arrangé les choses. Maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée, répondit Gilberte avec une voix qui trahissait un certain malaise, mais pas assez d'indignation à mon goût. Marie-France est encore très jeune et Robert a une réputation. « Ne sois pas ridicule, mon fils, » répliqua Michel avec une froideur qui me fit frissonner. « Tu sais parfaitement combien nous avons besoin de ce contrat. Les affaires sont les affaires. Marie-France fera son devoir envers la famille, comme l'ont fait ses sœurs avant elle. Comme tu l'as fait toi-même, d'ailleurs, en épousant cette petite paysanne pour mettre la main sur les terres de son père. » Je restais complètement immobile dans le couloir sombre, le cœur battant si fort que je craignais qu'elle puisse l'entendre à travers les murs. Les terres de mon père, était-ce vraiment la seule raison pour laquelle Gilbert m'avait épousée? Pas par amour comme il me le répétait chaque soir, mais pour un simple morceau de terrain qui jouxtait les propriétés des Dubois? Et que signifiait exactement cette phrase terrifiante, faire son devoir envers la famille? Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je ne fermais pas l'œil, fixant le plafond de notre belle chambre conjugale, tandis que 1000 questions se bousculaient dans ma tête. J'observais le profil endormi de mon mari dans la pénombre et me demandais qui était vraiment cet homme que j'avais épousé dans l'euphorie de l'amour. Était-il complice des agissements de sa mère? Savait-il ce qui attendait ses sœurs? Et moi, quelle était ma véritable place dans cette famille? Le lendemain matin, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, je partis à la recherche de Marie-France. Je la trouvai dans le petit salon de musique, assise devant le piano mais ne jouant pas. Elle fixait les touches d'ivoire avec des yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Je m'assis près d'elle en silence, ne sachant pas comment aborder le sujet délicat qui me brûlait les lèvres. Ce fut elle qui parla la première. « Ne me dites pas que vous êtes surprise, » dit-elle finalement, avec un rire amer qui n'avait rien de joyeux. Vous avez sûrement compris maintenant comment fonctionnent réellement les choses dans cette famille. Marie-France, s'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous fait du mal... « Ne prétendez pas vous soucier de moi, » m'interrompit-elle, avec une dureté que je ne lui connaissais pas. « Vous n'êtes ici que pour l'argent et les terres, comme tout le monde. Maman me l'a clairement expliqué. »« Ce n'est absolument pas vrai, » protestai-je avec véhémence. « J'aime sincèrement Gilbert, et je me soucie vraiment de vous toutes. »« Vraiment ?» Marie-France se tourna vers moi, et ses yeux verts me scrutèrent avec une intensité troublante. « Alors vous êtes encore plus naïve que je ne le pensais. Dans cette maison, ma chère belle-sœur, l'amour n'existe pas. Il n'y a que le devoir envers la famille et les intérêts commerciaux. »« Mais qu'est-ce qu'on vous demande de faire exactement ?» demandai-je, bien que je craignisse de connaître déjà la réponse. Marie-France se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. Elle resta silencieuse un long moment, puis se mit à parler d'une voix étrangement détachée, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Ce qu'Evelyne et Anne ont fait avant moi. Ce que toutes les femmes Dubois ont fait pendant des générations. On nous élève comme des bijoux précieux, on nous éduque, on nous apprend les langues, les arts, les bonnes manières. Et puis, quand nous atteignons l'âge approprié, on nous utilise comme monnaie d'échange. Maman appelle cela des rendez-vous de courtoisie ou des missions diplomatiques, une façon très élégante de décrire des situations beaucoup moins élégantes. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Et Gilberte? Il est au courant ?»« Gilberte sait tout, » répondit Marie-France en se retournant vers moi. Il a grandi en voyant sa mère faire exactement la même chose avec ses amis personnels quand il fallait obtenir les faveurs d'un politicien influent ou d'un homme d'affaires puissant. Croyez-vous vraiment qu'il vous aurait protégé s'il avait dû choisir entre vous et les intérêts financiers de la famille? Cette conversation changea radicalement ma perception de tout ce qui m'entourait.
Dans les jours suivants, j'observais avec des yeux complètement nouveaux la dynamique complexe et malsaine de la maison. Je remarquais comment Michel contrôlait chaque aspect de la vie de ses filles, leurs vêtements, leurs sorties, leurs conversations, leurs lectures. Rien n'échappait à sa surveillance constante. Je remarquais aussi les signaux subtils, la façon dont les 3 sœurs se raidissaient quand leur mère entrait dans une pièce, comment elles baissaient instinctivement les yeux, comment leur voix changeait, devenait plus aiguë, plus artificielle, et surtout, je vis la terreur pure dans leur regard quand Michel annonçait un nouveau rendez-vous important ou une occasion diplomatique. Un soir, tandis que Gilbert était parti en voyage d'affaires dans une autre région, Michel me convoqua dans son bureau privé. C'était une pièce impressionnante, avec des boiseries sombres, de lourds rideaux de velours rouge et des meubles anciens qui semblaient valoir une fortune. Elle était assise derrière son imposant secrétaire, un verre de cognac hors d'âge, entre ses mains parfaitement manucurées. « Dominique, ma chère enfant, » dit-elle avec ce ton faussement affectueux qui me donnait maintenant des frissons. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse au sujet de votre rôle futur dans cette famille. » « Mon rôle ?» demandai-je, sentant déjà un frisson de peur me parcourir l'échine. « Oui, votre rôle. » Elle but une petite gorgée de cognac, savourant visiblement l'effet de suspense qu'elle créait. « Voyez-vous, chaque membre de la famille Dubois a une fonction bien précise dans notre organisation. Mes filles ont leur talent particulier, Gilberte gère les aspects techniques des affaires, et vous, eh bien, vous pourriez être extraordinairement utile avec notre nouveau partenaire suisse. C'est un homme seul, veuf, loin de chez lui, et il a exprimé un intérêt certain pour... »« Je suis la femme de votre fils, l'interrompis-je, luttant pour garder ma voix ferme et contrôlée. Michel sourit, et ce sourire me fit penser à un serpent prêt à attaquer. « Exactement, ma chère. Vous êtes la femme de mon fils, ce qui fait de vous une Dubois. Et les Dubois ont toujours fait tout ce qui était nécessaire pour le bien et la prospérité de la famille. C'est notre tradition, notre force, notre secret du succès. » Ce fut à ce moment précis que je compris avec une clarté terrifiante, je n'étais pas différente des sœurs de Gilberte. J'étais simplement la dernière acquisition, le nouvel outil à utiliser quand le besoin s'en ferait sentir. Tout ce que j'avais cru sur mon mariage, sur l'amour, sur ma place dans cette famille, n'était qu'illusion. « Et si je disais non ?» demandai-je, me surprenant moi-même par mon courage soudain. Le sourire de Michel s'évanouit instantanément, remplacé par une expression glaciale qui me fit regretter ma question. « Ne soyez pas sotte, ma chère enfant. Personne ne dit non dans cette maison. » Personne n'a jamais dit non. Demandez donc à Danielle, la première femme de Gilberte, ce qui arrive quand on refuse de coopérer. Oh, attendez. Elle marqua une pause théâtrale, savourant son effet. Vous ne pouvez pas lui demander. Elle a eu un très tragique accident après avoir montré un manque similaire de compréhension familiale. Mon sang se glaça dans mes veines. Première femme? Gilberte avait été mariée avant moi? Pourquoi ne me l'avait-il jamais dit? Et qu'était-il vraiment arrivé à cette mystérieuse Danielle? Je dois y réfléchir, réussis-je à articuler, mes jambes tremblant sous moi. Bien sûr, ma chère. Prenez tout le temps qu'il vous faut, dit Michel avec une fausse générosité. Vous avez jusqu'à demain soir. Le rendez-vous avec notre ami suisse est fixé à 20 heures. Je suis certaine que vous prendrez la bonne décision. Je sortis du bureau comme dans un brouillard, l'esprit en tumulte complet. Je me dirigeais vers ma chambre d'un pas incertain, fermais la porte à clé et m'effondrais sur le lit. Je me sentais piégée, trahie, terrifiée. La famille dans laquelle j'étais entrée avec tant d'espoir et d'amour se révélait être un réseau sophistiqué de mensonges, de manipulations et d'abus. Et mon mari bien-aimé, l'homme en qui j'avais placé toute ma confiance et tout mon amour, était-il complice de tout cela? Avait-il délibérément caché l'existence de sa première femme? Savait-il ce qui l'attendait vraiment? Et moi, pauvre idiote, j'avais cru à l'amour, au bonheur, à la sincérité. Cette nuit-là, seule dans ma chambre,
Je pris une décision qui allait changer le cours de ma vie et celui de toute la famille Dubois pour toujours. Je refusais catégoriquement de devenir une autre victime silencieuse de ce système pervers. Je ne permettrai pas que mon esprit soit brisé et mon corps utilisé comme celui des sœurs de Gilberte. Je ne savais pas encore comment procéder, mais j'étais déterminée à trouver un moyen de défier Michel et son système diabolique de pouvoir et de contrôle. Même si cela signifiait risquer absolument tout, y compris ma propre vie. Car une chose était devenue parfaitement claire dans mon esprit. Dans cette maison maudite, on était soit prédateur, soit proie. Et je n'étais certainement pas née pour être la proie de qui que ce soit. À l'aube, après une nuit blanche passée à élaborer des plans, j'avais pris ma décision. D'abord, je devais absolument découvrir ce qui était vraiment arrivé à Danielle, la première femme de Gilberte. Si Michel avait fait quelque chose de terrible, comme elle l'avait insinué, je pourrais peut-être utiliser cette information cruciale. J'avais entendu parler à plusieurs reprises d'une ancienne domestique nommée Paulette, qui avait travaillé pour les Dubois pendant de nombreuses décennies avant d'être brusquement licenciée quelques années avant mon arrivée. Si quelqu'un connaissait les secrets de cette famille, ce serait forcément elle. Sous prétexte de faire une longue promenade matinale dans la campagne environnante, une habitude que j'avais prise depuis mon arrivée, je quittais discrètement la propriété et me dirigeais vers le village voisin où, selon mes informations, vivait maintenant Paulette. Il me fallut près d'1 heure de marche pour atteindre sa modeste maison, située dans une ruelle tranquille bordée de tilleuls. C'était une petite bâtisse de pierre aux volets bleus délavés, avec un minuscule jardin où poussaient quelques légumes et des fleurs simples. Quand je frappais à la porte de bois peinte, une femme âgée d'une 60aine d'années m'ouvrit. Son visage buriné par les années et le travail s'éclaira de surprise en me reconnaissant. « Madame Dubois », murmura-t-elle, jetant des regards nerveux autour d'elle comme si elle craignait d'être observée. « Que faites-vous ici ?»« S'il vous plaît, Paulette, appelez-moi simplement Dominique. Puis-je entrer? J'ai quelque chose de très important à vous demander. » Elle hésita longuement, manifestement effrayée, puis finit par s'effacer pour me laisser passer. L'intérieur était propre mais très modeste. Quelques meubles usés mais bien entretenus, une table de bois ciré, des chaises dépareillées. Des photographies d'enfants et de petits-enfants ornaient une étagère, apportant une chaleur humaine qui contrastait dramatiquement avec l'atmosphère glaciale de la demeure des Dubois. « Vous ne devriez vraiment pas être ici, madame, » dit Paulette en me servant une tasse de café noir. « Si madame Michel l'apprenait, je ne veux pas d'ennui à mon âge. » C'est justement de madame Michel que je veux vous parler, et de Danielle, la première femme de Gilbert. Le nom eut un effet saisissant sur la vieille femme. Elle pâlit visiblement, manqua de lâcher sa tasse, et ses mains se mirent à trembler de façon incontrôlable. « Pourquoi voulez-vous savoir des choses sur cette pauvre petite ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « C'est une histoire si triste, si terrible. Mieux vaut laisser les morts reposer en paix. »« Paulette, j'ai absolument besoin de connaître la vérité, » insistai-je. « Michel m'a menacé hier soir. » Elle a insinué que Danielle avait eu un accident après avoir refusé de coopérer à certaines exigences familiales. Que s'est-il vraiment passé? Paulette regarda encore une fois autour d'elle avec paranoïa, comme si les murs eux-mêmes pouvaient avoir des oreilles. Puis, baissant la voix jusqu'au murmure, elle commença à me raconter une histoire qui me glaça d'horreur. Danielle était une fille magnifique, vous savez. Vraiment magnifique, avec des cheveux blonds comme les blés et des yeux bleus comme le ciel d'été. Elle était la fille d'un ambassadeur, une famille très distinguée de la région parisienne. Les Dubois la voulaient absolument pour leurs connexions diplomatiques et politiques. Ils l'ont pratiquement achetée à sa famille en offrant une dot considérable. Elle s'arrêta pour boire une gorgée de café, ses mains tremblant toujours. Elle n'avait que 19 ans quand ils l'ont mariée à Monsieur Gilbert. Au début, elle semblait vraiment heureuse, amoureuse même. Elle riait beaucoup, elle chantait en travaillant, elle était gentille avec tout le personnel. Une vraie petite rayon de soleil dans cette maison si sombre. Mais puis quoi? L'encourageai-je avec impatience.
Puis ont commencé ce que Madame Michel appelait les obligations sociales ou les rendez-vous diplomatiques. Danielle a catégoriquement refusé. Elle venait d'une très bonne famille, elle avait des principes moraux, elle n'était pas habituée à ce genre de compromission. Elle a tenu tête à Madame Michel, ce que personne n'avait jamais osé faire. Paulette marqua une nouvelle pause, les larmes commençant à perler dans ses yeux fatigués. Monsieur Gilbert a essayé de la convaincre, de lui expliquer que c'était pour le bien de la famille, mais elle est restée ferme. Elle disait qu'elle préférait mourir plutôt que de trahir ses principes et son mariage. Un soir, après une discussion particulièrement violente avec Madame Michel, Danielle m'a dit qu'elle en avait assez, qu'elle allait aller voir la police et tout raconter sur les divertissements que la famille offrait à ses partenaires commerciaux. Je sentis un frisson glacial me parcourir. Et qu'est-il arrivé ensuite? Le lendemain matin, très tôt, on a trouvé Danielle au bas du grand escalier de marbre. Elle avait la nuque brisée. Madame Michel a immédiatement appelé le médecin de famille, un vieil ami qui devait de l'argent au Dubois, et il a déclaré que c'était un accident tragique, que la pauvre enfant avait dû glisser pendant la nuit. Paulette essuya ses yeux avec un mouchoir brodé. Mais moi, je n'ai jamais cru à cette version. J'étais réveillée cette nuit-là à cause de mes rhumatismes, et j'ai entendu des voix qui se disputaient, des bruits de lutte, et puis un cri terrible qui s'est arrêté net. Je n'ai rien dit par peur, madame. J'avais trop peur pour ma propre vie. Et 2 semaines plus tard, Madame Michel m'a licenciée, en prétextant que j'étais devenue trop vieille et que mes services n'étaient plus satisfaisants. L'histoire de Paulette confirmait mes pires craintes. Michel n'était pas seulement une femme autoritaire et manipulatrice, c'était une meurtrière qui n'hésiterait pas à éliminer quiconque se dresserait sur son chemin. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait témoigner de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Demandai-je avec espoir. Paulette secoua tristement la tête. Vous ne comprenez pas, madame. Tout le monde dans la région a peur des Dubois. Ils ont tellement d'influence, tellement d'argent, tellement de pouvoir. Les policiers, les magistrats, les journalistes, tout le monde leur doit quelque chose ou craint leurs représailles. Personne n'oserait jamais parler contre eux. En retournant vers la demeure, mon esprit travaillait à toute vitesse. Maintenant, j'avais des informations cruciales, mais aussi la certitude absolue d'être en danger mortel. Chaque pas que je faisais me rapprochait de ma prison dorée, et je savais que je devais agir avec une prudence extrême si je voulais survivre. Je rentrais juste à temps pour le déjeuner. La salle à manger, avec ses murs tendus de soie et ses portraits d'ancêtres sévères, me parut soudain encore plus oppressante qu'avant. Michel présidait la table comme toujours, impeccable dans son tailleur de tweed, avec Evelyne et Anne assises de chaque côté d'elle, dans un silence rigide. Marie-France était absente. « Où est Marie-France » demandai-je en essayant de paraître naturelle, bien que mon cœur batte la chamade. « Elle a un engagement important avec notre ami Robert », répondit Michel en découpant délicatement sa sole meunière. « Elle ne rentrera probablement qu'en fin d'après-midi. J'espère qu'elle saura se montrer à la hauteur de nos attentes. » Le regard que s'échangèrent Evelyne et Anne me serra le cœur. C'était un mélange complexe de soulagement coupable, ce n'était pas leur tour cette fois, de compassion pour leur sœur cadette et de résignation face à un système qu'elle subissait depuis des années sans pouvoir y échapper. « À propos, » continua Michel en me fixant de ses yeux d'acier, « avez-vous eu le temps de réfléchir à notre petite conversation d'hier soir? J'espère que vous avez pris la mesure de l'opportunité qui vous est offerte. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis ma gorge se serrer, mais je trouvai la force de soutenir le regard glacial de ma belle-mère. « Oui, j'y ai beaucoup réfléchi, » répondis-je avec toute la fermeté dont j'étais capable. Et ma réponse est définitivement non. Je ne trahirai jamais mon mari ni mes propres valeurs. Le sourire de Michel s'évanouit instantanément. L'atmosphère de la pièce devint électrique, comme avant un orage violent. « Je vois que vous n'avez pas encore vraiment compris le fonctionnement de cette famille, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Au contraire, » rétorquai-je, puisant dans les révélations de Paulette le courage qui me manquait. « Je crois avoir parfaitement compris. Et je peux vous assurer que je ne finirai pas comme la pauvre Danielle. » À la mention de ce nom,
L'effet fut spectaculaire. Michel laissa tomber sa fourchette qui tinta contre la porcelaine fine. Evelyne et Anne se raidirent comme si elles avaient reçu une décharge électrique, leur visage devenant livide. « Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, » dit Michel, mais sa voix avait perdu de son assurance habituelle. « Vraiment ?» insistai-je, enhardi par sa réaction. « Parce que je viens d'avoir une conversation très éclairante avec Paulette, votre ancienne domestique. Elle se souvient remarquablement bien de certaines nuits particulières. » C'était un bluff partiel, mais il sembla atteindre son but. Michel se recomposa rapidement, mais j'avais vu passer une lueur de panique dans ses yeux. « Evelyne, Anne, laissez-nous immédiatement », ordonna-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Les deux jeunes femmes se levèrent comme des automates et quittèrent la pièce sans un mot, leurs pas résonnant étrangement sur le parquet ciré. Une fois seul, Michel se leva lentement et contourna la table pour venir se placer juste devant moi. Sa proximité me fit instinctivement reculer. « Vous jouez un jeu extrêmement dangereux, ma petite, » siffla-t-elle entre ses dents parfaites. « Un jeu dont vous ne mesurez pas les conséquences. »« Je ne joue à aucun jeu, » répliquai-je, en me forçant à ne pas reculer davantage. « Je me protège, tout simplement. » Et sachez que j'ai pris mes précautions. J'ai laissé une lettre très détaillée chez un notaire de la ville. Si jamais il m'arrivait quelque chose de regrettable, cette lettre serait automatiquement transmise à la police et aux journaux régionaux. C'était un mensonge éhonté, mais je n'avais pas d'autre choix que de bluffer pour gagner du temps. Michel m'étudia longuement, jaugeant ma détermination. Puis, à ma grande surprise, elle sourit. Mais ce sourire était encore plus terrifiant que sa colère. « Vous êtes beaucoup plus intelligente et courageuse que vous n'en aviez l'air au premier abord, » admit-elle avec une sorte d'admiration perverse. Mais je ne suis pas arrivée où je suis, en me laissant impressionner par des petites menaces. Si vous voulez jouer à ce jeu, ma chère, jouons. Mais n'oubliez jamais une chose, dans cette maison, je suis la seule qui gagne toujours. Toujours. Elle se dirigea vers la porte avec sa démarche élégante habituelle, puis s'arrêta sur le seuil pour me lancer un dernier regard empoisonné. « Oh, et concernant votre cher Gilbert, sur qui vous comptez visiblement, je ne mettrai pas trop d'espoir dans son soutien. Après tout, qui croyez-vous qui a réellement poussé cette pauvre Danielle dans l'escalier? Sa belle-mère ou son propre mari ?» Sur ces mots terrifiants, elle sortit en laissant la porte claquer derrière elle. Je restai seul dans la salle à manger, tremblant de tous mes membres. Les dernières paroles de Michel résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. Gilberte? Mon Gilbert aurait-il pu tuer sa première femme? Non, c'était impossible. Ce devait être un mensonge de plus, une manipulation destinée à me faire douter de la seule personne en qui j'avais encore confiance. Mais le poison du doute était inoculé. Et si c'était vrai? Si Gilberte était non seulement complice, mais acteur des horreurs de cette maison? S'il m'avait épousée uniquement pour les terres de mon père, comme l'avait affirmé Michel? Toutes nos nuits d'amour, tous ces serments, toutes ces promesses, n'étaient-ils que mensonges et manipulations? Je me retirai dans ma chambre, verrouillant soigneusement la porte derrière moi. J'avais besoin de réfléchir, de faire le point, d'élaborer une stratégie. Si je ne pouvais vraiment compter sur personne, sur qui pourrais-je m'appuyer pour m'en sortir vivante? C'est alors que j'entendis un léger grattement à ma porte, si discret que je crus d'abord l'avoir imaginé. Puis une voix étouffée murmura « Dominique, c'est moi, Marie-France. S'il vous plaît, ouvrez-moi, c'est urgent. » J'ouvris prudemment, et Marie-France se glissa rapidement dans la chambre, refermant immédiatement derrière elle. Son état me fit un choc. Ses cheveux roux, habituellement parfaits, étaient en désordre. Son maquillage avait coulé, et sa robe élégante montrait plusieurs accrocs. Mais c'était surtout son regard qui me bouleversa. Il y avait dans ses yeux verts une détresse si profonde que j'en eus mal au cœur. « Que s'est-il passé ?» demandai-je en la guidant vers le fauteuil près de la fenêtre. « Robert », répondit-elle simplement, et ce seul nom résumait tout l'enfer qu'elle venait de vivre. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis venue vous voir. J'ai appris ce qui s'est passé au déjeuner. Les domestiques entendent tout dans cette maison, vous savez. »
Elle me prit les mains avec une intensité surprenante. « Vous avez défié maman. Personne n'avait jamais osé faire cela auparavant. Personne. Et je vais probablement mourir pour cette audace, dis-je avec amertume. Pas si je vous aide, répliqua Marie-France avec une détermination que je ne lui connaissais pas. Je ne suis peut-être pas aussi courageuse que vous, mais je connais tous les secrets de cette famille, tous les squelettes dans les placards. Je sais où maman cache ses documents les plus compromettants, ses accords secrets, ses preuves de chantage. Je sais quels hommes politiques et quels hommes d'affaires ont profité de nous au fil des années. J'en sais assez pour détruire l'empire des Dubois 10 fois. Je la regardais avec stupéfaction. Cette jeune femme que j'avais prise pour la plus fragile des 3 sœurs venait de révéler une force intérieure insoupçonnée. « Pourquoi m'aideriez-vous » demandai-je. « Vous risquez absolument tout. » Marie-France eut un rire sans joie qui me fit mal à entendre. « Parce que je n'ai plus rien à perdre, Dominique. Plus rien du tout. Ma dignité, ma pureté, ma liberté, mon avenir. Tout m'a été arraché lambeau par lambeau depuis que j'ai eu 16 ans. Mais peut-être qu'en vous aidant, en vous donnant une chance de vous échapper, je pourrai sauver au moins quelque chose de moi-même. Un dernier acte de rébellion avant que je ne sombre complètement. » Cette nuit-là, tandis que la grande demeure dormait dans un silence de mort, Marie-France me guida à travers les couloirs sombres jusqu'au bureau privé de Michel. Nos pas étaient étouffés par les épais tapis persans, et nos ombres dansaient de manière inquiétante à la lueur de la petite lampe de poche que Marie-France avait apportée. Le bureau de Michel était un sanctuaire de pouvoir et de secret. Avec des gestes précis et assurés, Marie-France se dirigea vers un tableau représentant un ancêtre de la famille et le fit pivoter, révélant un compartiment secret dans le mur. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort moderne. « La combinaison est l'anniversaire de mon père, » murmura-t-elle en tournant délicatement la molette. « C'est le seul homme que maman ait jamais vraiment aimé, et aussi le seul qui ait jamais réussi à lui tenir tête. Sa mort l'a brisé et l'a rendu encore plus cruel. » Le coffre s'ouvrit avec un déclic étouffé, révélant un trésor de documents compromettants, des dossiers, des photos, des lettres, et surtout un carnet relié en cuir rouge sang que Marie-France saisit avec révérence. « Voilà le Saint Graal, » murmura-t-elle, « le journal secret de maman. Elle y consigne méticuleusement tout, les noms, les dates, les services rendus, les faveurs accordées, les secrets découverts. C'est à la fois son assurance-vie contre la trahison et sa carte maîtresse dans tous ses chantages. Avec ceci, nous pouvons la détruire. » Nous étions sur le point de refermer le coffre quand l'éclairage électrique s'alluma brusquement, nous aveuglant momentanément. Sur le seuil du bureau, une silhouette se détachait. Michel, impeccable malgré l'heure tardive, nous observait avec un sourire glacial. Et juste derrière elle, encore en costume de voyage, se tenait Gilberte. « Quelle scène touchante !» dit Michel d'une voix douce comme la lame d'un rasoir. « Mon fils adoré qui rentre de voyage pour retrouver sa chère épouse en train de cambrioler mon bureau privé, aidé par ma propre fille. C'est, comment dire, décevant. » Marie-France se plaça instinctivement devant moi, dans un geste protecteur pathétique et héroïque à la fois. « Maman, arrêtez cette comédie immonde !» dit-elle d'une voix qui tremblait mais restait déterminée. « Vous savez parfaitement que ce que vous nous faites subir est monstrueux. Je ne permettrai pas que Dominique connaisse le même sort que nous. » Michel émit un rire cristallin, dépourvu de toute chaleur humaine. « Que c'est noble de ta part, ma chérie. Dommage que tu n'aies jamais montré une telle détermination pour te protéger toi-même. » Mes yeux ne quittaient pas Gilberte. Son visage était indéchiffrable, mais je remarquais que ses mains tremblaient légèrement. Était-ce de la colère, de la déception, de la peur, ou simplement l'épuisement du voyage ? « Gilberte, » dis-je en m'efforçant de garder ma voix stable, « il y a des choses que vous devez absolument savoir sur votre mère. Sur ce qu'elle a fait à Daniel, sur ce qu'elle fait subir à vos sœurs depuis des années. »« Silence !» hurla Michel, perdant pour la première fois sa maîtrise habituelle. « N'osez pas prononcer ce nom maudit dans cette maison. »« Quel nom, mère ?» intervint Gilbert, et sa voix était étrangement calme, presque détachée. « Daniel ?
Ma première épouse, qui selon votre version officielle a fait une chute mortelle dans l'escalier ?» Michel se figea, se tournant lentement vers son fils. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis une fissure dans son masque de contrôle parfait. « Gilbert, mon cher enfant, vous êtes épuisé par le voyage. Cette discussion peut parfaitement attendre demain matin. Pourquoi n'allez-vous pas vous reposer pendant que je m'occupe de régler ces petits problèmes domestiques ?» Mais Gilbert entra complètement dans la pièce, fermant soigneusement la porte derrière lui. Son attitude avait quelque chose de définitif, de résolu, qui me donna un espoir fou. « Non, mère, je pense au contraire qu'il est grand temps d'affronter ces problèmes domestiques, comme vous les appelez si élégamment. » Il s'approcha du coffre ouvert et contempla le carnet que Marie-France serrait contre sa poitrine. « Je vois que ma femme et ma sœur ont trouvé votre fameux journal intime. Celui où vous documentez si soigneusement chaque service diplomatique que mes sœurs ont été forcées de rendre à vos associés. Celui où vous avez également consigné les détails de la mort de Daniel. » Mon cœur s'arrêta de battre. Gilbert savait. Il avait toujours su. « Comment osez-vous me parler sur ce ton ?» siffla Michel, retrouvant un peu de sa superbe. « Tout ce que j'ai fait, absolument tout, je l'ai fait pour cette famille. Pour préserver notre nom, notre position sociale, notre fortune. »« Non, mère, » répondit Gilbert avec un calme qui contrastait violemment avec l'agitation de Michel. « Vous avez fait tout cela pour vous-même, pour votre soif de pouvoir, pour votre besoin maladif de contrôler les autres. Vous avez transformé mes sœurs en marchandises. Vous avez assassiné Daniel quand elle a menacé de révéler vos crimes. Et maintenant, vous étiez sur le point de faire subir le même sort à Dominique. » Les mots de Gilbert me faisaient l'effet d'un miracle. Il était de mon côté. Il avait toujours été de mon côté. Michel se redressa de toute sa hauteur, tentant de reprendre l'ascendant psychologique. « Ne fais pas le sentimental, Gilbert. Les affaires sont les affaires. Les sentiments sont un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre dans notre position. Ton père l'avait bien compris, lui. C'est regrettable que tu n'aies pas hérité de sa vision réaliste du monde. Mon père s'est donné la mort plutôt que de continuer à vivre avec le poids de tout ce que vous l'obligiez à cautionner, » rétorqua Gilbert avec une dureté que je ne lui connaissais pas. Il me l'a avoué dans sa lettre d'adieu, cette lettre que vous avez essayé de me cacher, mais que j'ai finalement trouvée. Cette révélation me cloua sur place. Marie-France laissa échapper un petit cri étouffé. Même Michel sembla ébranlé par cette déclaration. « Des sottises !» protesta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Votre père était un faible, exactement comme vous êtes en train de le prouver en ce moment. Non, mère, la vraie force ne consiste pas à écraser les autres pour servir ses propres intérêts. Elle consiste à protéger ceux qu'on aime, même au prix de grands sacrifices personnels. » Gilbert se tourna vers nous, Marie-France et moi, et je vis dans ses yeux une détermination absolue. « C'est exactement pour cela que je suis rentré plus tôt que prévu de mon voyage. J'ai reçu un message urgent de Daniel. »« Daniel » répétai-je, abasourdi. « Mais elle est morte ?»« Non » dit Gilbert avec un sourire triste mais réel. « Cette nuit terrible, j'ai réussi à la convaincre de simuler sa propre mort et de fuir. Nous avons organisé sa disparition avec l'aide de Paulette, la seule personne en qui j'avais entièrement confiance dans cette maison. Danielle est bien vivante, cachée en sécurité dans un autre pays. Elle a maintenu un contact secret avec Paulette toutes ces années, et c'est elle qui m'a alerté sur les menaces qui pesaient sur vous, Dominique. » Le monde semblait tourner autour de moi. Danielle était vivante? Gilbert l'avait sauvée? Alors il n'avait jamais été complice de sa mère? Michel sembla momentanément déstabilisé par cette révélation inattendue, mais elle se reprit avec sa rapidité habituelle. « Une histoire très émouvante, mon fils. Mais cela ne change absolument rien à la situation présente. J'ai encore tous les pouvoirs dans cette maison, dans cette région, dans cette famille. Un seul coup de téléphone de ma part, et je peux faire disparaître définitivement vous trois. »« Plus maintenant, mère, » dit Gilbert en sortant de sa poche de voyage un petit rouleau de microfilm. « Pendant ces 2 dernières années, j'ai méthodiquement rassemblé et photographié toutes les preuves de vos activités criminelles.
chaque transaction illégale, chaque pot de vin versé ou reçu, chaque chantage, chaque abus. Et je ne suis pas le seul à posséder ces informations. Si jamais il nous arrivait quelque chose, à moi, à ma femme ou à mes sœurs, tous ces documents seraient automatiquement transmis simultanément à la police, à la presse et à chacune des personnalités que vous avez compromises au fil des ans. Cette fois, le masque de Michel se fissura complètement. Son visage se tordit en un rictus de rage pure, primitive, terrifiante. Tu oserais me trahir ainsi? Moi, ta propre mère, celle qui t'a tout donné? Ce n'est pas une trahison que de vouloir protéger les innocents, répondit Gilbert avec une fermeté inébranlable. Et vous ne m'avez rien donné, mère. Vous avez pris. Vous avez toujours pris. Michel recula d'un pas, puis se rua soudain vers le tiroir de son bureau. Gilberte réagit avec une rapidité surprenante, l'attrapant par le poignet et l'empêchant d'atteindre ce qu'elle cherchait. Dans le tiroir entrouvert, j'aperçus l'éclat métallique sinistre d'une arme à feu. « C'est terminé, mère, » déclara Gilbert d'une voix implacable. « Votre règne de terreur prend fin ce soir. À partir de maintenant, vous n'exercerez plus aucun pouvoir sur cette famille. Vous allez quitter cette maison définitivement et vous installer dans votre propriété de la Côte d'Azur. Vous recevrez une rente généreuse qui vous permettra de vivre confortablement, mais loin de nous. Vous ne reverrez plus jamais vos filles, vous n'interviendrez plus dans nos affaires. Vous ne serez plus qu'un fantôme du passé. » Pendant quelques secondes interminables, Michel le fixa avec une haine si intense que j'eus peur qu'elle ne trouve encore un moyen de reprendre l'avantage. Puis, graduellement, quelque chose céda en elle. Ses épaules s'affaissèrent, son porte-altier disparut. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, » murmura-t-elle, et pour la première fois, sa voix révélait son âge véritable. « Vous ne savez pas quel monde cruel les attend là-dehors, sans ma protection. »« Nous l'apprendrons, » dis-je en trouvant enfin le courage de parler. « Et cet apprentissage, aussi difficile soit-il, vaudra mieux que votre prison dorée. » Michel me regarda une dernière fois, et je crus voir passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais cela ne dura qu'un instant. « Vous le regretterez, » dit-elle simplement. « Tous. » Sur ces mots, elle sortit du bureau avec ce qui lui restait de dignité, nous laissant tous les trois dans un silence chargé d'émotions. Dans les semaines qui suivirent cette nuit libératrice, notre vie bascula complètement. Les documents compromettants furent remis aux autorités compétentes, déclenchant une enquête qui fit sensation dans toute la région. Michel fut arrêté et jugé pour meurtre, proxénétisme, corruption et une dizaine d'autres chefs d'accusation. Elle fut condamnée à la prison à vie. Robert et plusieurs autres hommes influents furent également poursuivis et condamnés. L'affaire fit la une des journaux pendant des mois, exposant au grand jour un réseau de corruption qui impliquait des personnalités politiques et économiques de premier plan. Quant à nous, nous entreprîmes lentement de reconstruire nos vies brisées. Evelyne décida de partir à l'étranger pour découvrir le monde qui lui avait été interdit. Anne s'inscrivit à l'université pour étudier le droit, déterminée à aider d'autres victimes. Marie-France, la plus courageuse de toutes, créa une association pour venir en aide aux femmes victimes d'abus. Gilbert et moi vendîmes toutes les propriétés de la famille et utilisâmes l'argent pour financer l'association de Marie-France et d'autres œuvres similaires. Nous nous installâmes dans un petit village provençal où personne ne connaissait notre histoire, où nous pouvions enfin être simplement nous-mêmes. La guérison fut longue et difficile. Il y eut des nuits où je me réveillais en sursaut, croyant encore entendre la voix glaciale de Michel. Il y eut des jours où Gilberte sombrait dans la culpabilité de n'avoir pas agi plus tôt. Mais chaque jour, nous choisissions ensemble la liberté, l'amour véritable, l'authenticité. Et aujourd'hui, à 85 ans, je peux dire que cette terrible épreuve nous a menés vers une vie que nous n'aurions jamais osé imaginer. Une vie de vérité, de respect mutuel, d'amour inconditionnel. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire si douloureuse de ma jeunesse. Si mon témoignage vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à cette chaîne.
Partagez cette vidéo, car peut-être qu'une femme quelque part trouvera le courage de dire non, de se battre, de croire qu'une autre vie est possible. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Merci du fond du cœur.